Donc je vais vous parler du rôle de la Caisse des dépôts dans le dispositif Loi-Eckert. L'échéance majeure de janvier 2017, avec l'ouverture d'un site internet grand public, où tout un chacun pourra aller se connecter pour rechercher d'éventuels avoirs dont nous serions bénéficiaires. Puis comment va se passer la réception à partir de janvier sur le second semestre des dépôts transmis par l'ensemble de la place financière et donc des établissements. Donc ça c'est un jalon également, le deuxième jalon majeur pour nous, auquel nous nous préparons depuis 18 mois avec les représentants de vos établissements et vos fédérations professionnelles. Donc la mission qui a été confiée à la Caisse des dépôts est une mission qui s'inscrit totalement dans le cœur d'activité et d'intérêt général de notre institution. Métier historique, de conservation, de dépôt réglementé. L'objectif sera de centraliser et de sécuriser ces fonds avant de les reverser, de les restituer au grand public. Donc, et si, au-delà des délais de conservation qui ont été précisés auparavant, il n'y a pas de manifestation du grand public et pas de reversement, la déchéance trentenaire s'appliquera et nous reverserons à l'État. Donc comme je disais, à partir de janvier 2017, nous allons ouvrir un service de recherche en ligne dédié. Le principe, c'est que vous vous connecterez et vous effectuerez une recherche à partir du nom du titulaire ou du souscripteur du contrat. Pourquoi ? Parce que, en tant que vivant, en principe, normalement, nous nous souvenons de ce que nous avons comme avoir. Enfin, il est possible d'effectuer une recherche également en notre nom. Pourquoi est-ce qu'on l'ouvre en janvier 2017 ? Puisque les établissements financiers déposeront l'ensemble du stock, donc c'est la reprise d'antériorité, si vous voulez, de tout ce qui est inactif au 31 décembre 2015, sur le second semestre, de janvier à décembre. Donc pour l'internaute, cette recherche se fera en deux temps. Le premier temps sur une partie publique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur le site du CPF, compte personnel de formation. C'est le même principe. Un espace public. Vous allez, bon, la CPF, vous saisissez votre nom et après vous avez accédé à un espace privé, login, mot de passe, un mail qui arrive sur votre mail personnel, une URL, pardon. Vous cliquez dessus, ça valide votre mot de passe et après vous pouvez accéder à une partie privative. Donc dans ce premier temps, la recherche se fera sur le nom du titulaire ou du souscripteur du contrat. Donc j'ai un exemple dans les slides. Je vais vous le lire. Le grand-père de Léa est décédé. Il l'avait désigné comme bénéficiaire de son contrat d'assurance vie. Parce qu'on a pris un exemple de contrat d'assurance vie. Pour rechercher l'argent qui lui revient, Léa inscrit le nom de son grand-père dans sa recherche. Alors, pourquoi est-ce qu'on effectue une recherche sur les données du nom du titulaire, dans le cas d'un compte bancaire, ou d'un souscripteur assuré dans le cas d'un contrat d'assurance vie. Parce qu'en fait, ce sont les données qui nous auront été transmises en amont pendant les 6 premiers mois par les établissements financiers. Il y a des données dites obligatoires, celles-ci en font partie, des données facultatives, que l'on espère avoir en plus grande quantité dans les fichiers qui seront transmis, ce qui permettra à la Caisse des dépôts d'assurer la publicité appropriée via le site internet, et des données facultatives. Tout cela, en fait, est dans le décret d'application qui a été publié le 28 août 2015. Donc voilà, j'ai passé les informations obligatoires et les informations facultatives. L'internaute, dans un deuxième temps, si il a à son interrogation une réponse négative, donc, en synthèse, c'est que ce nom n'est pas identifié dans la base Caisse des dépôts, puisque les établissements n'ont pas encore transféré ces informations à la Caisse des dépôts. En revanche, il pourra avoir un oui peut-être. Alors c'est pas un oui ferme, c'est un oui peut-être. Dans ce cas-là, c'est le principe que je vous exposais rapidement tout à l'heure, l'internaute va se créer
un login mot de passe et va accéder à un espace sécurisé pour suivre sa demande et donc transmettre des documents complémentaires, des justificatifs qui lui seront demandés, à savoir une carte nationale d'identité, un justificatif de filiation, un relevé de compte, un bon de CAPI dans le cas des bons de CAPI, ou des bons porteurs dans le cas de l'assurance. Voilà. Un ensemble de pièces qui permettront aux équipes de back-office d'instruire la demande jusqu'à éventuellement le reversement si nous avons la certitude qu'il s'agit du correct demandeur. Le risque pour la Caisse des dépôts est bien évidemment de reverser les fonds à une personne qui ne soit pas la bonne. Tout à l'heure, il a été évoqué des sujets de fraude. Il faut savoir que la Caisse des dépôts a déjà subi depuis janvier, et même la fin de l'année dernière, des tentatives des particuliers et la Caisse des dépôts, des tentatives de fraude. Soit, comme vous disiez, des notaires, faux notaires ou des faux avocats. Il en a résulté une note que les banquiers ont pu lire, publiée par le CFONB et la FBF, sur justement ces tentatives de fraude et le fait que la Caisse des dépôts n'appelle jamais en cette période les particuliers. Parce que des fraudeurs se font représenter, ils font une sorte d'ingénierie sociale, ils appellent des individus, des particuliers, ils demandent, soit se faisant passer pour des notaires, des avocats, voire la Caisse des dépôts, ils essaient de collecter des informations. Ce qu'on pense, c'est qu'ils se constituent des bases pour ensuite aller interroger les systèmes. Le point suivant, donc, c'est le jalon, donc on est en rétro-planning, du 1er juillet 2016. On s'y prépare depuis 18 mois. Vous avez ensuite, à la suite de mon intervention, des acteurs majeurs que sont LBP, la Banque Postale, et AXA. Et donc nous travaillons avec ces établissements, avec l'ensemble de la place. Je vous rappelle ce que nous avons mis en place depuis septembre 2014 est une démarche collaborative transversale qui s'est matérialisée en fait par une réunion plénière de lancement, une réunion plénière de suivi un an après, donc c'était en octobre 2014, en novembre 2015, et jalonné d'ateliers de travail spécifiques, tout d'abord sur tous les aspects juridiques. On a travaillé avec la place pour préparer la rédaction du décret d'application de la loi, avec la Direction Générale du Trésor également, avec les fédérations professionnelles, banques, assurances, épargne salariale notamment, et en atelier pour définir ensuite une autre thématique, les modalités opérationnelles qui ont donné comme livrable. Le premier livrable, c'était, on va dire, les travaux et le décret. Le deuxième livrable, ça a été les cahiers des charges techniques et fonctionnels que vous trouvez soit sur le site de la Caisse des dépôts, soit sur le site des fédérations professionnelles, qui permettent aux établissements, dans notre jargon nous parlons de déposants, aux établissements financiers, de construire leurs fichiers dits XML, et ensuite les modalités de transfert à la caisse. Donc tout ça, ça a été et je remercie la place pour avoir joué la transparence, joué le rôle, parce que tout seul nous n'y serions pas arrivés. Je rappelle que le projet Cyclade, conservation indépendante des comptes livrés et avoirs d'assurance, le projet Cyclade est le projet de la Caisse des dépôts. Ce n'est pas un projet de place. C'est le projet de la Caisse des dépôts pour qu'elle se mette en conformité avec la loi afin d'assurer cette mission qui lui est confiée. Et c'est donc une mission, un projet stratégique pour le groupe, qui s'inscrit pleinement dans les gènes. Donc, troisième thématique d'atelier a été l'atelier autour de la communication, avec comme livrable un kit de communication qui a été co-construit. L'idée étant de partager les grands jalons de la communication jusqu'à 2017,
D'ailleurs, c'est un sujet très d'actualité en ce moment, puisque nous continuons à travailler en bilatéral avec les établissements et également en atelier sur, je dirais, la bonne coordination des messages que nous adressons, surtout au grand public. Je vais juste illustrer, j'ai un de mes adjoints ici présent, Philippe Martini, qui pourra également répondre à des questions techniques. Il préfigure la future équipe de gestion back-office. Nous avons déjà, bien que nous soyons en projet, nous avons déjà à traiter et à gérer des sujets opérationnels de demande du grand public. Il semble qu'il y ait parfois une confusion dans la communication qui leur est envoyée entre ce qui était pour les comptes bancaires inactifs, la loi 77, la loi Eckert. Et nous avons pu, parce que nous avons également un représentant de la communication ici, Clément Tandil, qui effectue une veille quotidienne sur tout ce qui se passe sur les sites et ailleurs. Nous avons observé certains sites professionnels d'établissements qui clairement disaient qu'au 1er janvier 2016, à partir du 1er janvier 2016, les fonds sont transférés à la Caisse des dépôts. C'est faux. La loi donnant 6 mois à partir de janvier 2016 aux établissements financiers pour une dernière fois relancer leurs clients via un courrier, une lettre en recommandé avec accusé de réception, il était donc évident qu'ils pouvaient transférer leurs comptes à partir, enfin ce ne sont plus des comptes, les avoirs, à partir de juillet. Donc nous n'avons pas d'avoir encore. Encore moins des avoirs d'assurance. Jusqu'à présent, la Caisse des dépôts n'a encore jamais collecté des avoirs d'assurance. Donc ça, c'est un point important à partager ensemble. Voilà, donc en synthèse, je vous ai... Voilà, donc c'est ce que je disais. À défaut de réactivation, les établissements déposeront leur stock des sommes non réclamées à la Caisse des dépôts entre juillet et décembre. Les périodicités, donc nous les conserverons entre 27 ans et 20 ans avant de les transférer à l'État si il n'y a pas de reversement au grand public. Alors, comment est-ce que les établissements financiers vont déposer les fichiers, vont transmettre les fichiers et effectuer les virements? Ceci se fera via la banque en ligne du groupe Caisse des dépôts et de la direction des services bancaires, qui s'appelle CDCnet. Donc il y a tout un processus de téléchargement des fichiers, de validation des fichiers, ensuite de récupération d'une référence qui sera indiquée dans le virement financier. Et ensuite, les back-office et la Caisse des dépôts rapprocheront la liste des fichiers et des sommes avec le virement financier. Et on vous publiera un document sous format PDF qui sera le justificatif de dépôt, qui fera foi pour vous devant votre régulateur, comme quoi les fonds sont bien à la Caisse des dépôts et depuis telle date, et qui pour la Caisse des dépôts générera la date de départ de conservation avant la déchéance trentenaire. Donc la banque en ligne CDCnet est une banque qui est tout à fait éprouvée, sécurisée, qui travaille avec toutes les professions juridiques, les notaires et l'ensemble des clients, on va dire B2B de la Caisse des dépôts. Je reviens sur cette mission qui est une mission majeure parce que pour la première fois, la Caisse des dépôts va être véritablement en B2C avec notre site internet. Nous sommes en cours de développement de ce site internet et nous avons bon espoir au regard des travaux qui ont déjà été faits de conception et d'ergonomie du site, testés par ailleurs, qui s'inscrit dans les standards contemporains avec des référents type Airbnb, Uber, mais adaptés à la mission spécifique d'intérêt général qui est celle de la Caisse. Donc comme je le disais au cours de ces 18 mois et puis les 8 mois qui continuent à se dérouler, et même au-delà, bien que le projet à une certaine date s'arrêtera, en fait
nous sommes dans une phase de transition. Progressivement, le projet atterrit. Et par ailleurs, l'activité opérationnelle pour nous, Caisse des dépôts, décolle et se met en place, avec notamment la mise en place d'un futur back-office, des relations de confiance qui se sont instaurées avec l'ensemble des opérateurs majeurs de la place, puisque, comme il était dit tout à l'heure, nos équipes de back-office, demain, lors d'un reversement, pourront se rapprocher de vos back-office pour demander des informations complémentaires relatives à l'identité ou à la fiscalité des établissements, puisque vous conserverez la documentation, les dossiers clients pendant les 30 ans. Donc tout cela se met en place, ça c'est un nouveau process. On travaille avec le normalisateur et la place pour la banque, hein, donc c'est le CFONB. Pour les assurances, nous n'avons pas ce type d'organisation, mais on travaille avec l'ensemble des fédérations représentant les métiers de l'assurance. Nous travaillons également avec l'AFTI, pour ceux qui le connaissent, hein, toute la gestion des titres, avec également l'AFG, pour toute l'épargne salariale. Donc voilà, donc dans nos équipes de projet de back-office, nous avons une équipe de préfiguration et nous avons donc des référents métiers. Ces référents métiers aujourd'hui sont connus par les établissements avec qui nous avons déjà contractualisé. Hein. Nous avons à peu près identifié dans la liste ACPR 400 établissements qui potentiellement nous transféreront des fichiers et des sommes d'ici la fin de l'année. Sur ces 400, il y a 300 établissements avec lesquels nous avons déjà établi un contact et référencé. Plus d'une centaine ont déjà contractualisé avec la Caisse des dépôts. Contractualiser, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est co-signer un contrat d'adhésion, des conditions générales d'utilisation au site CDCnet qu'on a vu tout à l'heure, les modalités de transfert. Voilà. Lorsque certains établissements vont pouvoir commencer à rentrer en recette, l'environnement de recette ouverte est mis à disposition depuis le mois de janvier. Et puis on le laissera bien entendu ouvert pour les établissements qui arriveront un peu plus tard, parce que ce que nous observons sur la plage de dépose des fichiers et des sommes de juillet à décembre, que nous avons découpés par semaine, c'est que les assureurs déposent de manière plutôt égale en nombre de fichiers sur les 4 semaines de chacun des mois, des 6 mois, et nous observons un pic de dépôt sur novembre et début décembre pour les professions, banques essentiellement. Donc nous avons, lors de nos ateliers et réunions, à gérer ces points qui peuvent être des points durs, des nœuds, et comment est-ce qu'on peut les anticiper. Si nous avions travaillé en chambre, tout ceci aurait été impossible. C'est pour ça qu'on travaille avec la place. Donc l'objectif, c'est de partager le processus de dépose pour garantir le reversement des sommes aux bénéficiaires, hein, bien entendu. Alors, il me reste 10 minutes. Donc dans les grandes lignes, le process qui vous a été expliqué tout à l'heure, c'est un process où vous, établissement, vous allez envoyer vos courriers en LRAR à vos clients. Pour ceux qui l'ont envoyé en janvier, les stocks, enfin les contrats inactifs 31/12 nous seront envoyés donc à partir de juillet. Certains commencent à envoyer leur courrier, donc s'ils commencent en avril, vous rajoutez 6 mois et nous enverrons en octobre. Ensuite, il y a la phase de contractualisation, donc j'en ai parlé. Il y aura une phase de test, seront mis à disposition des établissements financiers un outil qui permettra à l'établissement financier de s'assurer que le fichier XML qui a été constitué, fabriqué à partir des cahiers des charges, répond au cahier des charges et finalement passera tous les contrôles prévus dans le système pour éviter, lors du dépôt de vos fichiers en production, un rejet et un traitement des anomalies et des régularisations en mode de gestion de crise. Donc on essaie d'anticiper. Les habilitations pour que vous puissiez vous
vous connectez au site internet CDCnet, se feront par l'équivalent d'un token. Donc on appelle ça une Active Card. Donc c'est sécurisé. Et c'est par ce moyen que vous pourrez donc, c'est nominatif, donc tout ça est expliqué en détail hein, dans les cahiers et puis dans les relations, mais voilà, donc c'est sécurisé. Il y aura une phase ensuite d'homologation après la recette que les établissements feront, pour ensuite en production déposer réellement vos fichiers, sachant que sur toute la phase amont avant le 1er juillet, n'oubliez pas qu'on ne dépose que on teste que des fichiers anonymiser des fichiers test. Ça, c'est la réglementation et la CNIL qui l'impose. Donc, vous pourrez, pour ceux qui ne soit récupérer les processus et les cahiers des charges sur les sites de vos fédérations ou sur le site caisse-des-dépôts.fr, formulaire, loi Eckert, mais tout ça vous sera envoyé ultérieurement. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais enfin le référencement s'appuie sur l'envoi d'un CABIS, le nom d'un contact, un email de vos établissements. Parce que dans la contractualisation, c'est en général un cadre dirigeant du groupe qui contractualise, de vos établissements, qui contractualise et qui après délègue de manière opérationnelle les actions à conduire. Alors en fait, après, vous aurez dans les documents, parce qu'il y a 2 pages, et ce sont des pages qui expliquent sous forme un peu de workflow les 2 processus que je vous ai commenté tout à l'heure, à savoir, on a pris un exemple de contrat d'assurance vie, le processus de reversement. Hein, c'est ce que je vous disais, on se connecte au site, on a un non, un oui peut-être. Si il y a un oui peut-être, on demandera des justificatifs complémentaires. Le back-office de la caisse instruit la demande. S'il a besoin d'informations complémentaires, il s'adresse à l'établissement, qui devront d'ailleurs prévoir un point d'entrée correspondant du back-office Caisse des dépôts. C'est ce qu'on est en train dans les réunions bilatérales que nous menons avec un certain nombre d'établissements, de prévoir dans le dispositif opérationnel, qui, en fait, c'est le qui, quoi, quand, comment que nous construisons pour l'après 2017. Donc ensuite, pour conclure mon propos, en attendant janvier 2017, il y a un certain nombre, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur le site du groupe Caisse des dépôts, hein, donc caisse-des-dépôts.fr, où vous aurez donc qu'est-ce que c'est qu'un compte inactif et un contrat d'assurance vie en déshérence, avec le chronogramme sur l'année 2016 sous forme de schéma, rappelant ce qui vous a été présenté par Mazar et par moi-même, sous forme visuelle. Donc c'est assez et texte. Donc c'est assez, je dirais, simple de compréhension pour le tout un chacun, parce qu'il est vrai que dans les courriers que nous recevons aujourd'hui du grand public, on observe clairement une difficulté de compréhension. La loi Eckert, et nous y sommes depuis 18 mois à toute la place, pour les assureurs même avant, puisque via l'AGIRA et AGIRA 1, il y avait déjà cette obligation de recherche. Donc nous avons aussi un rôle d'écoute, de simplification du propos et d'accompagnement des demandeurs. Parce que souvent, nous sommes un peu, ils voient Caisse des dépôts sur un courrier, immédiatement ils se rapprochent de nous parce que ils pensent qu'on va pouvoir répondre à leurs demandes et puis, le cas échéant, retrouver leurs fonds. Il y a également, parmi les messages forts que nous partageons avec les acteurs de la place, c'est lorsque les avoirs ont atteint la déchéance trentenaire et que vous les avez déjà dans le cas des CBI 77 ou de l'assurance vie transférés à l'État, ne leur dites pas de venir voir la Caisse des dépôts, parce que nous ne les avons pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un client qui est mécontent parce qu'il est promené
entre sa banque, son agence, la caisse des dépôts, et l'État, et in fine, il ne peut plus récupérer ses sous une fois qu'ils sont à l'État. Donc ça, on a à le gérer. Vous voyez, c'est en cela qu'on est déjà dans l'opérationnel.